Et c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, on entend très bien. C'est parti, merci d'ailleurs, on a vu que France Info nous avait fait un petit raid, merci beaucoup, on est très contents. On avait déjà la pression, mais du coup on l'a encore plus. 300 personnes de plus, parfait. Pour commencer, je vais vous présenter brièvement l'émission. Abonnez-vous, c'est le nouveau rendez-vous de Mediapart sur Twitch, tous les lundis à 19h. Le but, c'est vous montrer les coulisses du journal. Donc à chaque fois, on va recevoir une personne différente, toujours qui travaille à Mediapart, un journaliste ou un non-journaliste. Et l'émission va se décomposer en 3 parties. Première partie, on fait un petit récap de l'actu, les articles qui ont fait bouger le site. On part du principe que vous n'êtes pas tous encore abonnés à Mediapart. Abonnez-vous. On Yes, espère. ça marche. Ça marche, parfait. Ouais. Ah, et ben parfait, je vois qu'il y a un petit exemple. Comme vous le savez, Twitch, c'est Amazon. Et quand vous faites un sub, même si on est vraiment touché du soutien, vous envoyez de l'argent en fait à Twitch. Et ça, c'est pas quelque chose que l'on souhaite. On préfère que vous abonnez au journal. On a une offre spéciale que vous pouvez appeler avec la commande .! Abonnez-vous tout attaché. Tariq va la mettre. Et en faisant ça, vous avez un mois offert, découverte, pour lire Mediapart. Je vais y arriver. Il va y Mais arriver. sinon elle est en dessous de la vidéo normalement je crois. Hein. Oui, vous l'avez dans la bio, vous l'avez partout. Donc pour revenir sur l'émission de ce soir, première partie, le récap de la semaine. Voilà, parfait. Deuxième partie, une lecture d'article avec le journaliste concerné. On va lire son article ensemble, il va pouvoir le commenter et revenir sur comment il a fait pour enquêter. Et la dernière partie, ça sera une lecture du chat, on répond à vos questions, on lit vos remarques. Alors voilà, pareil pour Datasiam 428. N'hésitez pas à nous faire remonter dans le chat tout ce qu'il peut y avoir de bugs, de sons, de vidéos, parce que c'est la première. Donc on a vraiment besoin de vos retours pour pouvoir étalonner et que ça se passe mieux d'émission en émission. J'ai parlé des subs et donc surtout des non-subs, pas les subs. On a de toute façon un système où vous voyez chaque abonnement, on a également une notification, donc on pourra aussi vous remercier. Il y a eu plusieurs remarques sur les emotes Edoui, ça arrive. Ça arrive. On a une super graphiste qui s'appelle Justine Vernier et qui a déjà fait tout l'habillage visuel que vous pouvez voir, tous les overlays. Enfin, c'est elle qui a vraiment tout fait de A à Z, mais elle a aussi un taf à Mediapart. Elle n'a pas fait ça à temps plein, donc les emotes, c'est pour un peu plus tard, mais on a bien entendu la demande. J'ai essayé normalement de baisser les alertes, mais si c'est encore trop, vous nous le dites. Et puis, il faudra pas que j'oublie de le remonter quand on mettra des vidéos. Mais pour l'instant, on va peut-être commencer avec le récap de la semaine. Et du coup, c'est parti. Je m'installe. Donc là, normalement, vous devriez avoir le premier article, parce que j'ai compilé un peu là. Je vous mets que celui sur le PCF, mais donc il y a tous les articles sur les différents congrès à gauche notamment. Donc PCF, il y a un article sur le PS, il y a un article sur les Verts et il y a un article sur le MPA. Donc tous ces articles ont été écrits par Mathieu Dejean. Et évidemment, il y a également la droite, puisque il y a eu l'élection d'Éric Ciotti à la tête de l'UMP, de comment on les appelle, les Républicains. Je suis un boomer. Je suis un boomer, c'est officiel. Ensuite, j'ai choisi un petit article de Joseph Confavreux, qui est un texte d'analyse qui s'appelle donc Troubles dans la race et qui est assez chouette sur les différents types d'antiracisme, dont donc l'antiracisme libéral et grosso modo cette tendance qu'il y a eu notamment aux États-Unis au moment de l'élection de Obama, pardon. Est-ce que je peux t'interrompre une seconde parce que je vois sur le chat que ton son sature. Est-ce qu'on pourrait pas le baisser un tout petit peu manuellement? Alors on va le baisser manuellement. Merci. Voilà. Et là c'est peut-être mieux. Et vous me dites si c'est mieux dans le chat. Et du coup je disais au moment de l'élection d'Obama sur est-ce que le fait qu'il y ait... Trop faible maintenant. Ah, on remonte. On va trouver au fur et à mesure. De toute façon, il n'y a pas une première émission sur Twitch où le son est bon. Alors là, maintenant, beaucoup trop bas. Est-ce que c'est bien? On attend un petit peu. Le son est déséquilibré entre vous deux. Ouais, mais ça, c'est parce que je parle trop fort. Et moi, je parle trop doucement. Il y a un vrai Encore un peu problème. plus fort, trop faible pour moi. On n'entend pas. Tac. Peut-on commencer à vous donner des questions sur le fonctionnement? Mais bien sûr, allez-y. Encore un peu plus fort. Bon, bah alors on remonte comme ça. Remonter comme c'était finalement. Ouais, je vais juste m'éloigner. Et on va tourner. Voilà. Je sais pas, moi, j'entends pas, j'ai pas le retour. Est-ce que là, si je parle normalement, est-ce que vous m'entendez? Alors, l'ensemble est un peu bas. Ah ouais, mais j'en sais rien, moi. Normalement, on est revenu au point de départ. C'est parti. Trop faible. Bon, bah alors, je vais parler fort. Est-ce que là, maintenant... Là, j'ai remis au son du début, donc... on va dire que...
Bon, On va dire que c'est va bon et je vais parler au plus continuer. fort possible et après on ajustera. Ça va, ça vient. Misère. Misère. Bon, on va continuer comme ça. On regardera l'émission et on calera pour la prochaine fois. Si vraiment c'est pas audible, vous nous le dites. Mais bon, voilà. C'est un stream de gauche, Ouais, effectivement. les gens sont calmes, hein. Mais il y a des moyens pourtant. Ouais, c'est clair. Du coup, trouble dans la race, voilà. Ensuite, on a un article sur le front de l'Ukraine, qui est un article qui a été écrit par Mathilde Gouanek, qui revient tout juste d'Ukraine sur les LGBTI en Ukraine pendant cette guerre. On a dit il fallait pas donner d'argent à Amazon, donc ne donnez pas des subs. Abonnez-vous à Mediapart pour 1 centime. Non, même pas. Même pas, c'est gratuit. C'est gratuit. Et c'est un vrai gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de renouvellement après un mois. C'est un mois gratuit. Attends, Donc je te juste en comprends, dessous. continue, je vais faire la commande. Vas-y. Clique-moi dans le chat. Je te clique dans le chat. Hop. Et donc, je continue sur l'Ukraine. Donc voilà, les LGBT en Ukraine, donc qui ont le double truc de devoir se battre à la fois contre un ennemi ouvertement homophobe qui est Poutine, et à la fois dans une société, la société ukrainienne, où les droits sont pas encore égalitaires, et avec donc par exemple le fait de quand ton conjoint meurt à la guerre, et ben tu n'as pas les mêmes droits que des hétéros. Il y a plein de superbes interviews qui ont été faites là-bas il y a quelques jours, quelques semaines. On continue avec un article, plusieurs articles d'ailleurs, 2 articles de Khadija Zawali et d'Ilyes Ramdani sur les transports, notamment sur la hausse du Navigo en Ile-de-France, mais pas que. Donc ça, c'est le côté un peu usagé. Il y a aussi le côté salarié avec les grèves qui ont cours à la SNCF. Et notamment sur les transports locaux. On sait que c'est le bordel, et notamment, il y avait un autre article sur le nord de la France, où le réseau de RER est très compliqué. Un autre article du pôle social de Cécile Hautefeuille sur les seniors et le chômage. L'âge est un frein majeur du retour à l'emploi. Et donc c'est un article donc évidemment qui prépare un peu la réforme des retraites, ou du moins qui montre un peu toutes les réalités qui existent vis-à-vis de ce sujet-là, des retraites, qui va être un sujet assez important dans les prochains mois. Ensuite, toujours des VSS, violences sexuelles. Donc, on a un parti pris de Lénaïque Bredou, qui est notre gender editor. Donc, en français, dans le texte, c'est notre éditeur genre, qui, du coup, s'occupe tout particulièrement de ces sujets-là, et qui, d'ailleurs, coordonne une newsletter, donc une lettre gratuite, à laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement. Ouais, parce que c'est gratuit, j'ai déjà dit, je me répète. Mais du coup, c'est une newsletter que vous avez toutes les semaines dans vos boîtes mail, dans lesquels il y a à la fois les différents articles sur ce sujet-là, mais aussi des contenus inédits avec un bouquin, un agenda que je coordonne, et je sais plus, il y a un parti pris par semaine en gros. Voilà. Et donc là, cette semaine, elle parle du cas de Abad et d'Adrien Quatennens. C'est non, les élus mis en cause ne sont pas comme les autres. Je continue avec une vidéo du... Hop là, on va peut-être pas la lancer. Vous la verrez si vous êtes abonné. Les gueules noires du Maroc, oubliées de l'histoire de France. C'est une vidéo qui a été faite par Rachida El Azouzi sur les mineurs qui ont été embauchés dans les années 60-70. C'est assez passionnant. C'est un entretien avec la journaliste Ariane Chemin et avec la sociologue Mariam Tiganimine. Donc ça, c'est à voir sur Mediapart. J'en profite pour faire un petit tour vers le club. Pour les gens qui ne savent pas ce qu'est le club de Mediapart, c'est l'endroit où il y a tous les billets de blog. Donc, quand vous êtes abonné à Mediapart, que ce soit gratuit pour un mois, comme vous pouvez l'être désormais, ou en général, vous avez le droit à un billet de blog. Vous pouvez écrire sur le site. Et donc, il y a 2 parties. Il y a la partie journal et la partie club. Et dans la partie club, là, en ce moment même, il y a un appel à contribution sur la question de la fin de vie. Donc, si vous êtes concerné ou intéressé par ce sujet, vous pouvez contribuer directement sur ce sujet-là. Et les journalistes du club, qu'on salue fraternellement, récupéreront tout ça et feront un papier avec tout ça. Et on va finir avec le documentaire de Tank, parce que quand vous êtes abonné à Mediapart, toutes les semaines, tous les week-ends, vous avez un documentaire, un court-métrage ou quoi en partenariat avec Tank, qui est donc une plateforme. Et là, cette semaine, ça va bien avec le sujet de la semaine, c'est un docu animé sur le climat et la collapsologie. Donc, je vous en mets quelques extraits, c'est très joli. Donc voilà, allez voir ça sur Mediapart.
Hop là, on revient. On revient au chat. Alors oui, les mauvaises langues qui ont demandé si on avait fait des tests, on a fait des tests. Mais c'est un peu les aléas du direct. Je crois que, comme le disait Tariq, c'est obligé qu'on ait toujours des bugs à la première. Mettez le son ici au maximum chez vous. Là, chez nous, en tout cas, on est au max. Après, on fera des pauses. Je vais m'approcher du micro. Ouais, parce que pour le coup, quand je vais faire la lecture, ça risque d'être de l'ASMR. Hein. Et Edoui ASMR, c'est pas encore prévu, mais on va y réfléchir. Ah ouais. On n'a pas malheureusement de don d'imitation pour ça. C'est Fabien Escalona. Le jour où on l'invite, promis. C'est vrai. On n'entend vraiment pas bien Anna. C'est Anna avec un seul N à l'espagnol. Mais ok, je vais me rapprocher et je parlerai vraiment dans le micro. On a testé avec 2 micros, mais il y avait un effet de reverb qui était insupportable. Au tout début, on s'était même dit 3 micros. Genre le truc, c'était un stade. Ouais. Peut-être que le micro, il n'est pas pourri. Est-ce qu'on a invité Michael Correa à nous rejoindre? On inviterait Michael Correa. Alors attends, on va faire un petit jeu de chaise musicale. Tu vas te mettre entre nous. Mets-toi au milieu là. Hop. Tadam. Michael Correa. Salut tout le monde. Bonjour Michael. Faut pas que je me... Oups. À l'espagnol, pas à l'espagnol. Et du coup, voilà, vous connaissez tous. Ouais. Michael, d'accord. Michael Correa, sauvage apparaît, d'accord. Ouais. Tu dis quoi, pardon? Voilà. Hop, là on est bien. On est bien, donc Michael Correa, tu peux te présenter, tu es journaliste. Eh ben, je suis le journaliste climat de Mediapart depuis 1 an et demi maintenant, voilà, tout simplement. Et oui, vive le Red Star. Oui, il y a vraiment des gens qui me connaissent en fait. Salut à tout le monde. Peut-être on passe à la lecture de ton article, c'est ça? Tout à fait, enfin de mon article. De son article. De son article. Moi, donc on va essayer de ne pas faire en ASMR, alors on va se redécaler, j'adore ces jeux de chaises musicales. Tac, tac, tac. Le foot. Et le foot. Je te laisse le stream deck si tu veux faire des petits effets. effets. Je peux faire des blagues? Vas-y. Alors attends, la souris. On est où là? Est-ce que... Pardon, je fais un peu là. Est-ce que ça te dérange de décaler un poil là? Parce que ça va être un peu... Comme la lecture, elle est longue. Hein. Les articles sur Mediapart, pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est un peu des fois des livres. Ouais, capture chat écran, mais nous comme ça. Ah bah parfait. Regarde V. En fait, c'est juste qu'il faut que je sois en face plus ou moins pour que ça soit un peu fluide. Ou sinon, je lis dans cette partie-là. Non, je lis bien. Allez, c'est parti, soyez indulgents parce que vraiment, la lecture à haute voix, je sais pas vous, mais moi, depuis le collège, j'en ai pas fait. Et encore à l'époque, je me planquais derrière un livre. Vraiment, genre, je suis là très très concentrée. Le prof va pas oser me dire Anaïs, c'est à toi de lire. Bon, alors c'est parti. La politique climatique en carton d'Amazon. Le géant du commerce en ligne communique en grande pompe sur ses engagements climatiques à l'horizon 2040. Mais le bilan carbone publié chaque année par Amazon est largement sous-estimé. Les émissions de gaz à effet de serre du groupe sont en pleine explosion, entre autres à cause de son développement massif du très polluant fret aérien. Alors attendez. Dites-moi le son, est-ce que ça allait ou est-ce que c'était l'ASMR? Bon. En tout cas, personne ne se plaint. Quand tu parles dans le micro, ça a l'air d'aller. On entend, très bien. On entend le son. Oui, voilà, et on va continuer, c'est parti. Ok pour le son. Le 1er novembre dernier, au centre de conférence de la COP26 à Glasgow en Écosse, Emmanuel Macron accueillait à bras ouverts le multimilliardaire Jeff Bezos. Le fondateur d'Amazon est venu spécialement, en jet privé, à la conférence des Nations Unies sur le changement climatique pour annoncer le versement d'1 milliard de dollars à la Grande Muraille Verte. Ce projet de reforestation, ardemment défendu par le chef de l'État français, traverse 11 pays sahéliens pour lutter contre les effets des dérèglements climatiques en Afrique. Hop, je scrolle en même temps pour que vous puissiez lire et suivre. Planter des arbres pour sauver le climat, Amazon y croit dur comme fer. Dans le cadre de sa politique climatique, le géant du commerce en ligne a créé en 2019 un fonds de 100 millions de dollars consacré à la restauration et à la conservation des forêts afin d'absorber les émissions industrielles de CO2. Mika, n'hésite pas s'il y a des moments où tu veux me couper. En Europe, Amazon vient ainsi de donner 2 millions d'euros pour planter une vingtaine de millions d'arbres dans les principales métropoles italiennes. La firme met toutefois sous le tapis le fait qu'en moyenne, un arbre met 10 ans à piéger environ 100 kg de CO2. À l'heure où les émissions de gaz à effet de serre doivent être divisées par 2 d'ici 2030 pour contenir le chaos climatique, Amazon devrait, rien que pour capter les tonnes de carbone qu'il considère être ses rejets annuels, planter 600 millions d'arbres, qui n'absorberaient ces émissions que dans 10 ans. Je vais bien faire une petite remarque. Je t'en prie. Mais juste pour dire, l'enquête, elle date quand même de l'an dernier, donc il y a eu beaucoup d'éléments nouveaux. Tout ça, c'est nouveau, ces histoires de compensation carbone et de plantation d'arbres pour compenser les émissions de gaz à effet de serre. Il y a un truc tout récent dont on s'est rendu compte, c'est que c'est une étude de l'université de Yale qui s'est rendu compte que pour ces grosses plantations industrielles, donc pour compenser les émissions,
En fait, il n'y avait que 2% des arbres qui survivaient. En fait, c'est tellement planté à l'arrache, à la va-vite, et de façon industrielle, qu'il n'y a que 2% des arbres qui survivent au bout de quelques années. Donc, on en parlera encore après, mais tout ça pour démontrer que c'est vraiment du vrai greenwashing, quoi, de la vraie procrastination climatique. Solutionner le problème posé par les émissions de gaz à effet de serre par les plantations d'arbres relève tout simplement du mirage, alertaient les Amis de la Terre, Attac et l'Union syndicale solidaire dans un rapport sur Amazon copublié en fin 2019. Un autre fonds vert a été lancé en fanfare en 2020 par la plateforme, le Climate Pledge Fund. Ce programme d'investissement a été doté de 2 milliards de dollars pour soutenir le développement de technologies et de services durables et décarbonés. Bien loin d'orienter ses capitaux vers la réduction de ses propres rejets de gaz à effet de serre, Amazon a pour le moment appuyé grâce à ce fonds une dizaine de startups qui développent surtout du greenwashing, l'éco-blanchiment en français. Ces dernières produisaient pêle-mêle du béton à faible teneur en carbone, des crédits carbone via des projets de reforestation dans les pays du Sud, ou encore du diesel ultra bas carbone. Un bilan carbone sous-évalué. Sous pression des syndicats américains, Amazon publie depuis 2019 des chiffres sur sa propre empreinte carbone. En 2020, la multinationale aurait régurgité dans les cieux 600 millions de tonnes de CO2, soit l'équivalent des émissions annuelles du Portugal. Une augmentation de ses rejets de gaz à effet de serre de 19% par rapport à l'année précédente et de 37% par rapport à 2018. Je parle devant le micro, je vois vos commentaires. Ouais. Ah oui, non mais juste un micro-truc, encore une fois, comme ça date de 2020, on a eu des chiffres nouveaux. Donc là, en 2021, c'est plus 60 millions de tonnes de CO2, mais 70 millions. Donc c'est l'équivalent des émissions annuelles de la Grèce. Donc c'était pas pour le Portugal que je fais ça, c'est vraiment pour insister que les chiffres sont en augmentation d'année en année, voilà. Merci. Je veux bien le mettre en face. Mais Amazon l'assure, malgré ces mauvais résultats, le groupe atteindra dès 2040 la neutralité carbone. Ses engagements climatiques fixent pour objectif d'alimenter 100% de ses activités en énergie renouvelable d'ici 2025. Et depuis début 2021, Amazon se targue même d'être devenu le premier acheteur privé d'énergie renouvelable au monde. Le bilan carbone de 60 millions de tonnes de CO2 en 2020 est très inférieur à la réalité économique d'Amazon, signale à Mediapart Alma Dufour des Amis de la Terre. Amazon ne s'affiche que comme une plateforme de mise en relation et ne prend pas en compte les émissions de l'ensemble des produits qu'elle propose sur son site. En extrapolant les chiffres que la firme daigne communiquer sur sa propre marque et qui représentent 1% des produits vendus, nous sommes plutôt proches des 1,6 milliard de tonnes de CO2 émis chaque année, soit 3 fois et demi ce que rejette la France par an. Je te touche les petites tapes sur l'épaule pour une remarque, ce sera une de mes dernières. Mais très belle intervention. Mais effectivement, en fait, je ne l'ai pas mis dans l'article, je l'ai regretté après. 1,6 milliard de tonnes de CO2, c'est gigantesque. En gros, Amazon, là, elle est propulsée. Si c'est les chiffres, c'est les vrais chiffres, Amazon est propulsée dans le top 3 des entreprises les plus polluantes au monde, hein, juste devant ou juste derrière un géant pétrolier comme Saudi Aramco, par exemple. Donc c'est assez gigantesque comme chiffre. Oui, vous avez tous remarqué une moustache sauvage qui est apparue dans le champ. En 2018, Amazon a vendu et livré 15 milliards de biens, fabriqués massivement dans des pays asiatiques comme l'Inde, le Vietnam, le Bangladesh ou la Chine, aux économies encore très dépendantes du charbon, dont la combustion est la première contributrice du réchauffement global. De plus, le colosse du commerce en ligne est un leader mondial de la vente de textiles et de matériel électronique, des produits de consommation particulièrement climaticides. En France, Amazon est le premier distributeur en ligne de vêtements et le deuxième vendeur d'électronique. Or, la fabrication et le transport des biens textiles et électroniques incarnent près du quart des émissions de gaz à effet de serre des Français. Pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré d'ici 2030 en France, il faudrait réduire par 10 la mise sur le marché de vêtements et par 3 celle des appareils électroniques. La fabrication des produits représente 80% des émissions du secteur du commerce, détaille Alma Dufour. Les prix cassés proposés par Amazon, notamment dans l'électronique et le textile, provoquent l'augmentation des achats, voire la surconsommation de ce type de biens nocifs pour le climat. À cela, il faut ajouter le gaspillage considérable qu'occasionnent les pratiques du e-commerce. Chaque année, 3 millions de produits neufs sont détruits par Amazon en France. Il y a des jolis jeux de mots, je remarque. Ouais, t'as vu ? Ouais, j'aime beaucoup. Un fret aérien qui décolle. Au printemps dernier, Ronan Bollet, directeur d'Amazon Logistique en France, se félicitait. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de livrer les 2/3 des commandes de nos clients parisiens grâce à des modes de livraison à zéro émission carbone. Des véhicules électriques, des vélos et la livraison à pied. Un peu cher. Toujours dans le cadre de sa politique climatique, Amazon veut atteindre zéro émission nette pour la moitié de ses transports de colis d'ici à 2030.
on a des perturbateurs. La multinationale se vante de déployer d'ici à 10 ans 100 000 camionnettes électriques de livraison. Toutefois, cette flotte constitue à peine 10% des utilitaires qu'elle utilise chaque jour dans le monde pour acheminer ses produits. Et ces voitures électriques ne concernent que la dernière partie des émissions liées au transport, soit le trajet entre la plateforme logistique et le client final, et non les transports nécessaires pour acheminer les produits depuis l'Asie jusqu'au port ou aéroport des pays du Nord, puis jusqu'aux entrepôts de stockage. Par ailleurs, le fret aérien est en pleine explosion au sein de la vaste machinerie logistique d'Amazon. Pour exemple, rien qu'en 2019, le champion du commerce en ligne a opéré 110 vols intérieurs par jour aux États-Unis et 20 en Europe. Pour cette année-là, le transport aérien américain de produits Amazon a bondi de près de 30% par rapport à 2018, un boom lié à l'offre Amazon Prime qui garantit aux clients une livraison en 1 jour gratuite. Amazon a été jusqu'à acheter en janvier dernier pour sa propre compagnie aérienne de fret Amazon Air 11 gros porteurs Boeing 767. Au total, avec les avions qu'Amazon loue, sa flotte comptabilise actuellement 80 aéronefs. Elle devrait atteindre 200 avions en 2028. Cette politique de croissance du transport par avion est en totale contradiction avec la volonté d'Amazon de parvenir à la neutralité carbone d'ici 2040. Le fret aérien représente de loin le mode de transport de marchandises le plus polluant. Il est 9 fois plus émetteur de CO2 que le transport routier et 50 fois plus qu'un porte-conteneur. Fin 2020, Amazon a ouvert une plateforme géante de fret aérien à l'aéroport de Leipzig en Allemagne afin de livrer toujours plus rapidement ses colis. Et outre-Atlantique, un nouvel Amazon Air Hub situé sur l'aéroport de Cincinnati au Kentucky vient d'être lancé cette année avec une armada de 12 avions cargo, le tout pour un investissement de 1,5 milliard de dollars. Soit 50% de plus que ce qu'a octroyé Jeff Bezos pour la Grande Muraille Verte lors de la COP26. Le 5 octobre dernier, le patron de DHL, John Pearson, inaugurait une nouvelle plateforme de fret à l'aéroport de Roissy. Leader mondial du transport aérien, opérant pour le géant américain de la vente en ligne, le dirigeant confiait « Je remercie Dieu qu'il y a Amazon ». Et nous, qu'est-ce qu'on en pense? Tu reviens, attends, on va se redécaler. Je me mets au milieu. On revient au milieu, on va bien faire gaffe à chaque fois orienter le micro. Le micro, et alors en fait le truc c'est que j'ai baissé le son pour les alertes, mais en fait on n'entend plus le stream deck. Aïe, aïe, aïe. Donc il faut que je coupe les alertes. Hop, on va se remettre sur une petite scène normale déjà. Hop, on fait tout en live, voilà. Et on a quand même, hop là si on fait la capture. N'importe quoi. Je crois que j'ai fait n'importe quoi. Bon, on va faire ça. Hop. Est-ce que vous entendez si par exemple on faisait, par exemple, celui-là? J'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer. Et du coup, moi, je vais en profiter pour faire la pub encore. J'ai l'impression que c'est à moi de faire toutes les pubs ce soir. Sur du coup, je fais la pub pour la revue dessinée. Du coup, l'enquête qui vient d'être lue par Anna a été séparée en 3 parties, c'est ça? Ouais, exactement. En 3 parties pour faire, et je crois qu'on l'a même là-dessus, mais on va faire ça. Du coup, voilà, dans la revue dessinée, ça a été fait en BD. Et la revue dessinée, il ne faut pas l'acheter sur Amazon, de fait, qui s'appelle donc Le Monde Merveilleux d'Amazon. Vous pouvez l'acheter directement sur le site de la revue dessinée ou dans une librairie indépendante, parce qu'on sait que Amazon tue les librairies. D'ailleurs, il y a Arte, je crois, qui avait fait un truc sur il n'y a plus de librairie allemande à Paris et c'est un scandale. Il y a plein de librairies qui ferment et du coup, ça fait partie des scandales d'Amazon. Il y a plein d'autres enquêtes, d'autres journalistes de Mediapart là-dedans, oui. Exactement, oui, juste pour raconter le off du projet. En gros, c'est l'an dernier, on a été plusieurs à se dire tiens, ce serait pas mal de faire une série sur Amazon. On était à un mois de Noël, etc. Donc, c'est vraiment, on a déplié la question écologique, sociale, économique aussi d'Amazon. Et c'est vrai qu'ensuite, avec notre partenariat avec la revue dessinée, on s'est dit tiens, ce serait pas mal de le déployer aussi en bande dessinée. Et ça donne ça. Donc, ça vient de sortir il y a quelques semaines à peine. Et effectivement, c'est un bon cadeau de Noël. Tout à fait. Et dedans, on retrouve des vrais morceaux de Martine Orange, des vrais morceaux de Amélie Poinceau, Laurent Mauduit, Jean-Baptiste Mallet, que je connais pas. C'est un... Qui n'est pas chez nous. Mais du coup, il y a plus. Il y a encore il y a Dan Israël aussi, je pense. Ouais, Dan a fait quelque chose. Parce que du coup, il y a les différents aspects. Toi, tu t'occupes de l'écologie, mais il y a aussi les aspects sociaux, économiques. Voilà. Donc voilà, on fait la pub. Abonnez-vous. Si vous avez
Hop là. Bon, on va régler, promis, cette histoire de son pour lundi prochain. Mais si vous avez des questions, envoyez. Là, on est vraiment sur le chat, on lit tout. Peut-être que je vais passer d'ailleurs un petit son à propos. Est-ce que le général de Gaulle aurait livré la France à Amazon? C'est Ségolène Royal. C'est Ségolène Royal. Si, j'ai reconnu Ségolène Royal d'ici. Ouais. Ça commence avec Chardy qui nous demande si les données sur Amazon sont accessibles. Oui, et c'est ce qu'on disait rapidement dans l'article. Au fait, c'est sous pression des syndicats américains en 2019 que Amazon a été obligé de publier ces données. Donc il suffit que tu ailles sur le site d'Amazon et tu vas avoir toutes les données relativement précises sur leur bilan carbone. Voilà. Comme d'habitude, je vois que Martine, elle a ses fans. Hein. Ouais. Sébastien Reed là qui fait des petits câlins, Martine Orange. Et juste Chardy, oui, il y a aussi, l'article est aussi pas mal basé sur un rapport des Amis de la Terre, qui est vraiment une des ONG qui suit de près les activités d'Amazon. Et je crois que j'avais vu ça aussi pendant que Anna lisait. Effectivement, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, Alma Dufour, à l'époque, elle était militante et salariée des Amis de la Terre, et depuis peu, donc depuis, elle est députée pour Rouen, si je ne m'abuse, la circonscription de Rouen, elle est députée à LFI. Il y a Manco qui rajoute que Jean-Baptiste Mallet fait des articles dans Le Monde Diplo d'habitude. Ouais. Pardon, Ouais, Jean-Baptiste Mallet, je peux vraiment pas me rapprocher plus du micro, sinon je le mange, au fait. Donc, mais Jean-Baptiste Mallet, oui, c'est un journaliste. Il a écrit, c'est son premier livre, ça s'appelle La face cachée d'Amazon, si je me trompe pas. En tout cas, c'est un des premiers à avoir un peu décrit les conditions de travail affreuses dans les entrepôts. C'est vraiment lui qui a fait ça a été un des premiers insiders. Ça veut dire être embauché comme pickers, quoi. C'est vraiment les gens qui vont faire les paquets dans Amazon. C'est un des premiers à avoir un peu dévoilé ça. Voilà. Si tu veux la question du turbo-tchévique, ouais. Amazon calcule son empreinte carbone. Et au fait, donc c'est toute l'embrouille de la neutralité carbone. Au fait, la neutralité carbone, c'est de dire qu'on va avoir un équilibre entre les émissions de carbone que l'entreprise émet et ce qu'elle va ensuite compenser. C'est-à-dire qu'en gros, elle va mettre en place des puits de carbone. C'est-à-dire, en gros, elle va planter des forêts. On pourra en parler après parce que c'est un gros sujet qu'on travaille aujourd'hui au pôle écologie. Bon, en gros, on va planter des forêts et on va dire que ces forêts-là vont absorber le carbone. Mais c'est une grosse c'est vraiment du greenwashing. Hein. Pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, il faut juste diminuer les activités qui émettent du gaz à effet de serre. On ne va pas dire on continue à émettre des gaz à effet de serre et à côté on va créer des faux dispositifs pour absorber ça. Donc, ouais, parce que tu racontais dans l'enquête que c'est pas seulement le transport, c'est ne serait-ce que la base même de Amazon, c'est-à-dire de surconsommation. Oui. Etc. Le système même. Ouais, voilà. Après, donc eux, ils ont été malins, ils ont fait leurs calculs que sur leurs produits, sur les biens qu'ils produisent, mais c'est que 1% des produits vendus. Mais effectivement, il y a plusieurs problèmes. Tu as le problème de c'est quoi les objets qui sont produits par Amazon. Donc effectivement, c'est beaucoup produit en Chine, en Inde, au Bangladesh, qui sont très fortement dépendants du charbon, qui est extrêmement polluant pour la planète. Ensuite, il faut les transporter. Donc, Amazon va beaucoup communiquer sur les derniers kilomètres. Ils vont faire pas mal de pubs sur regardez, on vous livre en vélo ou on vous livre en camionnette électrique. C'est un peu leur nouveau truc. Mais au fait, c'est que pour aller de la Chine ou de l'Inde jusqu'aux entrepôts Amazon en Europe, au fait, il faut des porte-conteneurs gigantesques qui consomment beaucoup de fuel ou des avions extrêmement polluants. Donc ça, c'est assez invisibilisé. Donc effectivement, il faut retracer un peu toute la chaîne et c'est là qu'on calcule qu'on a des empreintes carbone qui sont gigantesques en fait. Je vais prendre les micros sans renverser les verres d'eau. J'ai vu qu'il y avait des questions sur l'émission et poser des questions sur le fonctionnement de Mediapart. Bon, un récap pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Le but de cette émission, c'est de vous montrer les coulisses du journal. Donc bien sûr, vous pouvez poser toutes vos questions. Après là, on a un journaliste écologie. Donc si vous posez des questions politiques, c'est pas la meilleure façon pour vous répondre. Essayez de poser toutes vos questions sur le fonctionnement au sein du service écologie. Et il y avait aussi une question sur l'émission. Ça va plus ou moins se découper toujours de cette façon, avec la lecture d'articles commentés. Et après, on lit le chat et on répond à toutes vos questions, on commente ce que vous dites. Donc là, j'ai vu qu'on avait déjà... tiens, est-ce qu'on a déjà fait un bilan carbone chez nous ? Ah, ça c'est une bonne question. En fait, on est en plein dedans. Depuis pas longtemps, on a créé au sein de Mediapart un comité écologie.
donc qui réunit autant des journalistes que des gens de l'administration, que des gens de la technique, etc. Enfin, il y a tout un petit collectif de salariés de la Mediapart qui est en train de se pencher là-dessus. Et on est en train de se rendre compte que c'est vachement compliqué au fait de faire ça. Donc voilà, on va communiquer là-dessus. On a déjà, il y a quelques semaines à peine, publié la charte écologie de Mediapart. Au fait, nous, on explique comment nous, au pôle écologie, on traite de cette question-là, comment c'est une question de plus en plus transversale au sein de la rédaction, d'un point de vue traitement journalistique, mais aussi comment on s'approprie la question écologique au sein de Mediapart en tant qu'entreprise. Effectivement, on parle déjà, dans cette charte-là, on dit aussi qu'on va faire à la fois un bilan carbone et une formation de tous les salariés de Mediapart, en sachant qu'on a à peu près 120-130 salariés en tout. Donc voilà, donc vous aurez des nouvelles d'ici quelques temps, mais c'est juste pour vous dire en fait qu'on s'attelle un peu à cette question-là. C'est vachement compliqué de calculer ça, d'autant plus que nous, on est une entreprise quand même beaucoup numérique en fait. Comme on ne publie pas de journal papier, c'est aussi compliqué de mesurer c'est quoi l'impact du numérique pour notre entreprise. Voilà. Et je bois un peu d'eau. Et ouais, pour le service pôle écologie, donc on n'est que 3. Donc il y a moi qui m'occupe vraiment de la question climatique et aussi un peu de la question énergétique, même si je suis vraiment pas spécialiste de ça. Il y a ma collègue Jeanne Lingard qui est là depuis le début de l'aventure Mediapart, donc depuis 2000. On va se faire engueuler. On va se faire engueuler par Edoui, putain. Depuis, c'est les 15 ans en mars, voilà. Donc elle s'occupe plutôt, on va dire, des pollutions industrielles ou de l'écologie urbaine et du nucléaire aussi. Et il y a mon autre collègue qui est Amélie Poinceau qui s'occupe des questions agricoles. Donc voilà, on n'est que 3, c'est pas très grand, mais on essaye un peu de tout balayer, même si bien sûr on a pas mal d'anglements encore. On est tous en train de lire. À quoi je peux vous répondre, quoi? Conseil d'un documentaire Arte sur le stream sur l'impact écologique. Cessez d'envoyer. Ouais. Alors la position. T'as écrit un livre. Peut-être on peut parler, on peut continuer la pub. Ouais. T'as Pas pas mon livre là? Oui, t'aurais pu faire. Il doit traîner, mais c'est pas grave. Non, mais oui, quand je vous disais tout à l'heure, pendant la lecture d'Anna de l'article sur Amazon, qui du coup, selon les chiffres que les associations ont calculé, un des plus gros pollueurs climatiques, c'est que justement, j'ai fait une enquête début janvier qui est sortie en janvier 2022. Aux éditions La Découverte sur les 3 plus gros criminels climatiques. En gros, c'est les 3 plus grosses entreprises qui émettent le plus de CO2 dans l'atmosphère, qui sont en fait des entreprises qu'on ne connaît pas du tout. Donc ces 3 boîtes, pour faire vite, le premier c'est un pétrolier qui est Saoudia Aramco, un pétrolier saoudien. Le deuxième c'est un charbonnier, une grande entreprise chinoise qui s'appelle China Energy. Et le troisième c'est Gazprom, c'est le géant du gaz russe que vous connaissez sûrement un peu là avec la guerre en Ukraine. On a pas mal entendu parler de ce géant-là. Et en gros, pour terminer, pour vous donner un ordre de grandeur, si ces 3 entreprises, elles incarnaient un pays, ce serait la 3e nation la plus pollueuse au monde. Peut-être la question là, comment avoir un impact sur Amazon au-delà du boycott? C'est compliqué. Effectivement, il y a le geste très individuel. Oui, je dis le sabotage avec un point d'exclamation. Mais effectivement, oui, déjà, il y a ne pas commander sur Amazon. C'est un geste individuel assez simple, mais en même temps qu'il n'est pas tellement que ça. Nous, en tant qu'urbains ou dans une grande métropole, je pense que c'est facile. Aujourd'hui, quand on voit sur certaines petites communes ou en milieu rural, en tout cas, où tous les grands centres, tous les centres-villes de ces bourgs ont été désertés, où il n'y a plus de commerce, c'est souvent une solution en fait. Amazon, c'est ça qui est assez triste. Donc je pense qu'il y a plein de leviers, effectivement, et là on voit, c'est ce que nous démontrent aussi les syndicats, par exemple. Voilà, essayer de changer les choses de l'intérieur déjà pour modifier les conditions de travail à Amazon, c'est un peu le minimum syndical, sans mauvais jeu de mots. Mais effectivement, après, c'est un peu la même question. En fait, c'est une question qu'on pose régulièrement, en fait, quand aussi on parle des grands pollueurs climatiques, comme Total, etc. C'est, mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Je lis des commentaires, du coup, ça me fait mourir de rire aussi sur la CFDT. Mais bref. En fait, il y a plusieurs leviers. Il faut toujours réfléchir comme n'importe quel grand mouvement social, j'ai envie de dire. Il faut modifier les choses de l'intérieur.
au sein de l'industrie. Donc c'est ce que font, comme je le disais, les syndicats pour améliorer les conditions de travail. Et il y a aussi un rapport de force à créer, on va dire, de l'extérieur. Et là, c'est le travail que nous, journalistes, on fait, c'est le travail que font pas mal d'ONG aussi. C'est des grandes mobilisations qu'on a eues. C'est raconté d'ailleurs par ma collègue Amélie Poinceau dans ce revue dessinée-là, comment il y a des gens qui se mobilisent pour empêcher l'implantation d'Amazon sur leur territoire. Donc, en fait, il y a plein de leviers comme ça. Il y a des leviers syndicaux, il y a des leviers juridiques, il y a des mobilisations de masse à construire. Donc, il y a tout un éventail de pratiques à mettre en place. Je sais pas si tu as vu les commentaires là, de Lideric 4 qui marronne, je sais pas si tu les as lus, moi je les ai lus. Alors pour vous faire l'explication, en fait on est au milieu de la rédac, hein. On n'est pas genre dans un coin où on a l'impression que, mais là derrière Tariq c'est la grande table où on se réunit tous les matins pour faire la conférence de rédaction. Et justement, voilà. Donc on n'est pas dans un petit coin et c'est ce qui vous permet de voir apparaître des moustaches, parce que si on était dans le studio d'Air Libre, ça ne serait pas le cas. Les rendez-vous de Mediapart, qui était une émission qu'on faisait avant pour montrer les coulisses, c'était en studio, mais on s'est dit que ça serait quand même plus convivial en termes d'ambiance d'être dans la rédac que d'être au studio avec les micros, etc. Bon, même si là il y a un problème de micro, j'ai compris. Mais donc c'est un vrai choix. On fera, il va y avoir des photos et des vidéos des coulisses sur Insta, donc vous allez voir un peu le setup. Et du coup, je crois que dans la revue dessinée là, que j'ai du coup relu tout à l'heure pour préparer, il disait il y a quand même beaucoup plus au final d'urbains qui utilisent Amazon, et qu'en fait la question est beaucoup plus complexe que ça. C'est une habitude de se faire livrer à la maison, même les bouquins, alors qu'au final il n'y a pas tant la différence entre les deux, notamment sur les livres. Après, ça dépend des différents trucs, et que la vraie différence s'est faite au moment du Covid apparemment, où vraiment là il y a eu un bond d'Amazon assez énorme un peu partout, et pour pas que des bouquins, quoi. Ouais, ça je sais pas. Moi j'ai pas lu toute la BD Amazon, je t'avoue, mais il y a ce qu'on appelle l'économie, c'est ce qu'on appelle, certains appellent l'économie de la flemme, quoi. Effectivement, ça joue beaucoup là-dessus. C'est toute l'ubérisation de l'économie qu'on voit aujourd'hui, où il y a eu ce fameux truc pendant le Covid où quelqu'un s'était fait livrer un Kinder Bueno, quoi, par Uber. Donc ça allait jusque là. Donc effectivement, ça joue, ce capitalisme-là, en tout cas, il joue beaucoup là-dessus, sur la facilité de cliquer. Il y a toute la politique d'Amazon aujourd'hui. On en parlait un peu dans l'enquête là que j'avais été faite, effectivement, le fameux Amazon Prime, quoi, le fait qu'on peut être livré en 24 heures. Et on voit aujourd'hui, il y a une espèce de course dans cette économie-là, ubérisée en tout cas, de se dire, tiens, vous pouvez vous faire livrer en 24 heures. Maintenant, c'est même 2 ou 3 heures, je crois, on peut se faire livrer des courses très rapidement. Donc, ça joue un peu là-dessus, cette espèce de... On va dire cette fausse magie du fait je clique et j'ai le produit chez moi, et au fait derrière ça invisibilise toute une structure sociale, des violences structurelles au travail, des violences structurelles sur les écosystèmes aussi qui sont assez tragiques, quoi. C'est un peu la magie, la fausse magie d'internet qui permet ça aussi, mais je peux pas t'en dire plus. Voilà. On a l'impression qu'il... Remercions Sweetberry qui nous a fait un raid et qui... Elle est là ? Oui, elle est là, et qui a été notre formatrice. On a eu une super formation de 2 jours avec elle. Elle nous a tout appris là, tout ce que vous voyez. C'est. Elle va avoir honte, on n'a pas réussi avec les micros. Mais on vous jure qu'elle nous avait bien expliqué. C'est nous qui faisons n'importe quoi, mais voilà. Et du coup, peut-être t'as sorti un article aujourd'hui sur le journal qui parle justement de ce que tu disais tout à l'heure sur les... Est-ce que tu veux nous expliquer sur le Congo, etc. Super transition. Ouais. Oui. Bon, c'est une enquête qu'on vient de sortir là à 17h, mais effectivement qui fait le lien avec ces histoires de planter des arbres. Donc, alors comment vous en dire un peu, mais pas trop non plus, pour que vous vous abonniez quand même. Bon, en fait, il faut savoir que Total Energy, donc c'est une entreprise qui pollue énormément, hein. C'est l'entreprise qui émet autant de CO2 que l'ensemble des Français. C'est une entreprise aussi qui est en pleine croissance, hein. Elle dit que c'est une entreprise verte, mais qui est en train de faire cette transition. Mais au fait, c'est une entreprise qui veut, d'ici 2030, augmenter sa production de gaz de plus de 30%, et qui a encore 70% de ses investissements à l'avenir qui sont orientés vers les énergies fossiles. En gros, on estime que d'ici 2025, en termes de projet, ils vont construire l'équivalent de 18 centrales à charbon en termes de pollution, quoi.
Bref, par rapport à ça, donc Total Energy doit quand même communiquer sur le fait qu'ils font attention, enfin ils soignent leur image écolo. Et pour ça, donc, il y a ce qu'on appelle les projets de compensation de carbone. Donc c'est ce que je vous racontais tout à l'heure avec Amazon. En gros, c'est planter des arbres. Et donc Total ne fait pas ça à moitié. Donc là, ils viennent au Congo, en République du Congo, au Congo-Brazzaville, depuis l'an dernier. Ils se sont accaparés 70 000 hectares de terre. Alors 70 000 hectares de terre, c'est gigantesque, hein. C'est 7 fois la surface de Paris, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc là, ils sont en train de planter, ils vont planter 40 millions d'acacias dans cette région-là, qui est une région de savane. Sauf que le hic, c'est que dans cette région-là, en fait, il y a des gens qui habitent et il y a même des gens qui cultivent. Et donc là, l'enquête, je vous montre comment, l'an dernier, en 2020, l'État congolais s'est accaparé ces terres et ensuite les a louées pour une bouchée de pain à Total Energy, pour faire simple. Et comment Total Energy a, on va dire, indemnisé, mais avec une somme vraiment ridicule, tous les agriculteurs sur place. On estime à peu près qu'il y a eu 400 personnes, il y a 400 agriculteurs qui vivent vraiment de leurs champs, sachant qu'en plus, les cultures sur place, elles servent ensuite à alimenter en fruits et légumes la capitale Brazzaville. Donc les documents montrent ça, et ils montrent ce qu'ils ont reçu au total, hein. Tous ces personnes-là, elles ont eu à se partager 76 000 euros. Donc c'est vraiment une somme ridicule. C'est même pas 5 jours de salaire de Patrick Pouyanné, le patron de Total. Et donc, je vous montre tout ça avec des documents internes au gouvernement congolais qui montrent comment voilà, ils ont payé une poignée, enfin vraiment rien du tout, ces agriculteurs-là. À chaque personne, ça leur fait genre 1,80 €. Ouais, en gros, ils disent c'est 1,80 € l'hectare, et en gros, les gens ont reçu 2 à 3 euros. En gros, pour des terres ancestrales, hein. C'est des terres qui possèdent depuis des générations. Il y a des familles qui n'ont pas été indemnisées. En plus, il y a des documents qui le montrent aussi. Et le pire, c'est que tout ça, en fait, c'est pour rien. En fait, quand on fait les calculs de ce projet de compensation carbone, selon les chiffres que donne Total, hein, donc c'est plutôt des chiffres optimistes, on va dire, au fait, ce projet-là, à terme, il ne servira à compenser que 2% des émissions annuelles de Total sur 20 ans. En fait, ce projet va durer 20 ans, le temps que les arbres poussent et captent le carbone. En 20 ans, sur toute la durée, ça va absorber que 2% des émissions de CO2 de Total sur une année. Donc c'est pour dire à quel point c'est ridicule, et à quel point en fait il y a un projet qui se fait le dos entier de familles congolaises et sur leur insécurité alimentaire. Là, il y a une question qui dit comment vous enquêtez quand les affaires sont à cheval sur plusieurs pays. Et là, notamment, du coup, tu as Oui. bossé... Ouais, bah là c'est intéressant. En fait, là j'ai travaillé avec 2 consortiums, un collectif de journalistes britanniques qui s'appelle Source Material, qui travaille vraiment sur les histoires de climat et de corruption. Et j'ai travaillé aussi avec Unearthed, qui est la cellule investigation de Greenpeace en Grande-Bretagne. Et donc c'est eux qui ont vraiment, notamment Greenpeace, Grande-Bretagne, qui a filmé des gens sur place, parce qu'au fait, dans l'enquête qui est publiée, on a aussi des témoignages vidéo de ces personnes-là, donc qui ont été dépossédées de leurs terres. Donc c'est eux qui ont vraiment fait ce travail-là de terrain, qui sont revenus avec les vidéos, et ensuite on a décidé à 3 de faire une publication simultanée, parce que là donc ça a été publié aujourd'hui, et en même temps là sur Sky News en Angleterre, il y a eu un sujet télévision aussi. Donc là, c'est un espèce de partage d'infos pour se dire, tiens, c'est Total Energy, c'est une entreprise française. En même temps, là, c'est des Britanniques qui ont été sur place. Comment on peut faire un truc à 3 là-dessus? Mais effectivement, c'est compliqué parce qu'il faut se coordonner à 3. Il y a ce qu'on appelle le contradictoire. Ça, c'est vraiment important dans une enquête. Le contradictoire, c'est quand on enquête sur une entreprise, comme la Total, par exemple, ou sur une personne, et au fait, on va les informer qu'on a des informations sur eux, et donc on leur demande un droit de réponse. On leur dit, voilà, on a telle info sur ça, qu'est-ce que vous en pensez, ou quelle est votre réaction pour qu'on l'introduise ensuite dans l'enquête qu'on va publier. Et donc voilà, là-dessus, c'était un peu compliqué, parce qu'on est 3, il y en a qui parlaient français, d'autres anglais, c'était tout un travail de coordination pour qu'on envoie nos questions en même temps, et de la même façon à Total Energy. Est-ce que toi, tu t'es déjà déplacé pour des enquêtes dans d'autres pays ? C'est une question, c'est toi qui me l'as posé. C'est une mix, question. C'est un peu moi. Alors, Il y a une question, est-ce qu'on a des journalistes dans différents pays, donc plus des pigistes. Ouais. Et de là, j'ai brodé en disant, est-ce que toi, tu te déplaces ? Ouais, effectivement, nous on privilégie aussi pas mal les correspondants locaux par rapport à ça, et on peut aussi faire des reportages. Moi, j'en ai pas encore fait dans des pays étrangers, mais on vous en prépare un d'ici les mois qui viennent.
Et je peux pas vous en dire plus, mais on vous prépare le teasing. On vous prépare une belle enquête on va dire dans les 6 mois à venir. On est en train de préparer quelque chose et on va partir, ouais. Enfin, je vais partir avec une de mes collègues. J'ai un ligne garde, on part à 2 pour une belle enquête. Voilà. Je peux pas vous en dire plus. Mais du coup, vous étiez quand même. Vous avez été à la COP, non? Enfin, c'est toi qui as été à la COP? Oui, mais oui, c'est vrai. Non, non, Ouais. donc pas pour enquêter, mais l'an dernier, j'ai eu cette joie, c'était génial C'est de en partir. Égypte ou c'est à Glasgow? Non, je suis pas En jet parti. privé Au ou, fait, je suis parti à Glasgow l'an dernier, ou en Écosse, pour suivre la COP 27. C'était vachement, bon, c'était super intéressant aussi de voir c'est quoi ce genre de ramdam. Et non, j'ai pas été en Égypte, donc c'était la COP de cette année qui s'est déroulée là il y a quelques semaines. On a été pas mal de journalistes à pas y être allés parce qu'effectivement on disait à quoi ça sert d'aller là-bas en prenant l'avion. Là pour Glasgow, j'avais décidé d'y aller en train. Et il y avait aussi beaucoup d'appels à boycott d'activistes climatiques sur place, de dire venez pas, vous allez plus faire le greenwashing du régime autoritaire de Al-Sisi. Donc moi j'avais décidé personnellement de ne pas y aller parce que on peut aussi la suivre de loin. Et aussi parce que c'était une COP qui s'avérait moins, on va dire, intéressante que celle de Glasgow. L'an dernier, c'était les 5 ans de l'accord de Paris, donc c'était assez important. Et voilà, comme c'était prêt, on pouvait y aller en train, c'était assez facile d'y aller. Elle était sponsor, non? C'est ça, celle-là par le Coca. Ouais, voilà, en plus c'était ouais, voilà, des sponsors officiels. Parmi les sponsors officiels de cette COP, il y avait donc Coca-Cola, il y avait aussi une entreprise, une compagnie aérienne. L'agence qui a fait la com de cette COP 27, c'était la même agence de com de grands pétroliers comme Shell, ExxonMobil ou Chevron. Donc il y a pas mal de choses qui n'allaient pas. Il y a quelqu'un qui demande quand même, enfin il le demande pas comme ça, mais je pense que Turbo Bolchevique veut savoir si t'es pour ou contre Trio. Est-ce que t'es au pôle écologie? Pour Est-ce ou que contre quoi? Trio, le Ah groupe non, Trio. non, non, c'est complètement. Non, Est-ce non, qu'ils ça existent c'est à encore, ça Trio cancel. Est-ce qu'ils existent encore? Aïe, J'espère qu'ils sont en train de se faire recycler. Mais... Allez, si vous nous regardez, on vous salue. La COP biodiversité. Ouais, Qu'est-ce que et ça te parle, ça on l'a pas trop suivi de près. Au fait, la biodiversité, justement, quand je vous ai présenté un peu notre service, vous avez peut-être dû capter que c'est un de nos gros angles morts. Donc, on l'a pas trop traité. Pour l'instant, il y a eu un premier papier qui est vachement intéressant de Romaric Gaudin, donc du service éco-social, qui a parlé plutôt de la marchandisation de la nature. C'est une des nouvelles, enfin une des choses assez dont ils vont pas mal parler à la COP 15. Là, on va sûrement sortir cette semaine un entretien autour de ces questions-là aussi de COP 15, de qu'est-ce qui est en train de se passer. Et moi, je vous ferai sûrement, ouais, soit moi, oui, il y a plein de gens qui aiment bien Romaric Gaudin aussi, Ouais. apparemment. Et on vous fera un petit bilan. Donc, ça va se terminer lundi 19, la COP 15. Donc, on va vous préparer un petit bilan pour vous dire, pour vous raconter rapidement. Ah oui, le GOAT, carrément. Carrément. Et pour dire rapidement, l'enjeu de cette COP 15, donc c'est la COP de la biodiversité. C'est le même système que pour la COP climat. Là, au fait, c'était aussi un des gros angles morts de la COP climat. Il faut savoir que le changement climatique et la perte de biodiversité, au fait, c'est un peu les deux faces d'une même médaille, d'une même pièce. C'est ça l'expression française. Hein, Ouais. Et donc, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Tous les deux sont étroitement imbriqués. Là, pendant la COP 27 en Égypte, ils n'ont pas du tout parlé de ça. Donc là, l'enjeu de cette COP 15 qui se passe donc à Montréal sur la biodiversité, c'est vraiment d'essayer de rattacher ça, quoi. C'est vraiment un enjeu très important. Enfin, c'est deux choses qui sont intimement liées. Il y a quelqu'un qui demande s'il y a des recommandations de médias d'investigation spécialisés en écologie, du coup en plus de Mediapart. Abonnez-vous. De Mediapart, moi, je vous conseille Reporter qui fait un bon travail aussi. J'ai l'impression, ouais. Il y a Paloma Moritz à Blast aussi qui fait des bonnes vidéos d'entretien sur des grosses thématiques d'actualité. Et après, plutôt presse étrangère, oui, moi je vous conseille The Guardian qui est vraiment ils font un super boulot au niveau questions climatiques. Le New York Times aussi pour ceux qui sont anglophones. Là, on a une question quand même très précise sur les mines de sel en fracture hydraulique. Ouais. Eh bien, je sais pas si on a reçu ton message, mais effectivement, en fait, nous, on reçoit plein de messages, donc on peut pas tout traiter. Donc, on n'est que 3, donc il y a beaucoup de choses. Déjà, on peut pas répondre à tout le monde, sinon ça nous prendrait des journées entières. Et des fois, on peut pas tout prendre les sujets, donc voilà.
Il y a J'aime bien. plein de Il y a trucs. des petits moments. Il y a des moments un Non, peu mais on de- lit, de bah, chat. Non, on lit en même temps. Ouais. Et on remercie Pilou là, en attendant qu'il s'est abonné à la chaîne. Et j'en profite pour vous rappeler, et pour les gens qui nous ont rejoints, que si vous voulez lire tous les articles de Mika, vous pouvez vous abonner gratuitement pendant un mois. C'est en dessous de. Il y a un espace abonnement en dessous avec un tunnel spécial. Donc vous avez un mois gratuit. Et c'est un vrai abonnement gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de renouvellement derrière. Voilà. Et sinon, le site, il y a un abo à 5 € pour les jeunes, les précaires et les. Voilà. Petits moyens. Et sinon, après, c'est 10 € à peu près, c'est ça? C'est 11 € par mois, le tarif basique. Il y a même un tarif soutien. S'il y a Jeff Bezos qui nous regarde, par exemple, tu peux payer 15 € pour Mediapart. Mais voilà. J'ai pas dit abonnez-vous à Mediapart. Putain, magnifique, il est parti là. Ouais, Il est repassera parti. pas derrière. Lundi prochain. Moi, je fais que Qu'est-ce qu'on peut, on peut remonter peut-être, parce que moi, comme je parle, je vois pas les questions en même temps, mais Oui, peut-être remonter pendant la lecture de l'article. Je sais qu'il y avait j'entendais des pic. Je sais pas moi. Ah, est-ce que tu as prévu des articles sur la Coupe du Monde au Qatar? Ah eh oui, ben c'est non, d'actualité. désolé, non, j'ai pas prévu d'article. Je vous préparais un petit truc dimanche, parce que c'est moi qui suis de permanence. Ouais, je peux continuer à parler, pardon. Mais oui, je disais, dimanche, je vous préparais un petit article sur le Qatar, mais plus en lien avec la question des migrants. Mais que non, en fait, j'ai pas du tout le temps d'enquêter sur ces histoires de compensation carbone, encore une fois, du Qatar. Là aussi, hein, ils ont dit que c'était un mondial entièrement neutre en carbone. On s'est aperçu au fait qu'ils avaient menti sur leurs chiffres, hein. Ils parlaient de 3 millions de tonnes de CO2 en termes d'impact carbone, hein, pour ce mondial-là. Au fait, c'est plutôt 6. Et voilà. Je vous conseille juste de faire. On a fait une super émission en octobre à l'air libre avec pas mal d'invités, dont des invités qui ont parlé spécifiquement de la question écologique. Donc, je vous conseille de plutôt voir cette émission-là. Mais donc, non, je me suis pas penché là-dessus. Et par ailleurs, dans le journal, encore une fois, je suis le préposé à la pub, l'homme sandwich, ce sera moi. Mais dans le journal, là, cette semaine, il y a aussi un article de Yann Philippin sur l'histoire du Qatar qui aurait financé l'Union européenne, hein. Donc, toujours dans la même thématique, il y a ça. Et il y a quand même quelques articles. Je sais plus qui a écrit les articles sur le Qatar, mais qui sont pas de Mika, qui sont pas sur le pôle écologie. Rachida El Azouzi. Elle a écrit. Ah oui, sur Voilà. le Qatar avant, ça, on peut en parler rapidement. Du coup, elle a été au Qatar. Donc, Rachida a été au Qatar il y a quelques mois, il me semble, Ouais. et qui a été voir les travailleurs directement qui construisaient ces stades, etc. Et c'est une enquête assez folle et assez jolie en plus, parce qu'il y a les photos. Elle a pris des photos là-bas qui sont vraiment super. Et voilà, vas-y. Si un gentil modérateur, Jade ou Renaud, peut mettre le lien vers l'émission, parce que Armel a tenté, mais il faut être modérateur pour pouvoir mettre un lien sur le chat. Ah oui. Si c'est arrêt sur image. Et oui, sur les JO de Paris, bon, il y a beaucoup d'enquêtes. Là, c'est plutôt ma consoeur Jade Lingard, hein, qui a fait beaucoup de travail sur les JO de Paris 2024. Mais effectivement, le but, c'est aussi de ne pas que pointer le Qatar. Je vous rappelle, ça, j'ai pas fait de papier là-dessus, mais j'en parlais sur mon compte Twitter il y a encore quelques jours. On s'est rendu compte que là, pour le championnat, alors je crois que c'est le championnat mondial même de mémoire, de biathlon au Grand Bornand, donc dans les Alpes, ils ont importé je ne sais plus combien de tonnes de neige artificielle, hein, pour faire les pistes, parce qu'à cause du réchauffement planétaire, à cause des dérèglements climatiques, il y avait quasiment pas de neige au Grand Bornand là, en novembre. Donc voilà, il y a eu tout un article dessus, donc pas dans Mediapart, mais qui a un peu circulé. On voit pas mal de photos, en tout cas, de camions bennes qui mettent sur de l'herbe comme ça, sous le soleil, des tonnes de neige artificielle pour faire ça. Donc là, on voit aussi, encore une fois, une absurdité. Ouais. Oui, ils ont déplacé la neige. Bon, je sais pas si c'était déplacer de la neige, ou je crois que c'était plutôt de la neige artificielle, ou peut-être les deux. Bref, qu'importe. Mais effectivement, pour les JO de Paris, en tout cas pour revenir aux JO de Paris 2024, oui, je vous conseille vraiment. C'est quelque chose qu'on a assez documenté et qu'on va continuer à documenter aussi. Et encore une fois, sur les pans tout aussi social que écologique, quoi. Ouais, les sans-papiers. Les sans-papiers, entre autres, ouais.
Pardon. Ah oui, alors là, alors ça c'est la question, ça c'est marrant, merci de cette question-là. Moi c'est une question qu'on pose régulièrement en intervention, et au fait qui fait un peu lien, je pense, à un mot que vous entendez de plus en plus, qui est la question de l'éco-anxiété ou de ce qu'on appelle la solstalgie aussi. En fait, moi je suis pas du tout déprimé, en fait moi ça m'énerve, ça, je suis extrêmement énervé à chaque fois que je fais les... quand je termine une enquête ou quand je dévoile quelque chose. Donc ça, c'est tout le discours aujourd'hui, je pense, qui est très psychologisant aussi, sans pour autant dédouaner ou minimiser cette question-là de la souffrance ou de l'anxiété. Mais je pense qu'au fait, ce discours-là, en fait, qui est très repris par les médias aussi, qui est très repris par les politiques, c'est aussi, ça permet aussi de dépolitiser cette question-là, ou en tout cas de l'individualiser, de dire ouais, en fait, c'est une question, c'est moi qui suis anxieux et je dois plutôt régler le problème par moi-même. Non, en fait, faut plutôt être éco-furieux, comme a dit Lordon. Moi, je dis moi, chaque fois, je dis éco-vénère ou éco-déter ou écolérique, même des fois. C'est plutôt très... Ça, c'est moi, mais je vous le donne gratos. Mais c'est plutôt ça. Et c'est à partir de là qu'il faut trouver plutôt... En fait, il faut plutôt politiser ces colères et plutôt qu'elles soient motrices de mobilisation plutôt qu'une angoisse qui est plutôt renfermante sur soi. Donc il faut faire attention à ces termes-là. Donc oui, j'ai le moral et oui, ça m'énerve. Voilà. Est-ce que tu es végétarien du coup? T'as dit quoi? Est-ce que tu es végétarien du coup? Non, j'ai même été végétalien pendant longtemps, pendant mes années étudiantes. En plus, comme j'étais précaire, ça m'arrangeait pas mal d'être aussi. Mais non, après, je consomme très peu de viande. Je dois consommer 2 à 3 fois par semaine un repas carné, voilà. Il y a l'histoire des clopes aussi. Je croyais que demain, on a le droit de teaser des articles un peu. Ouais, je vais faire que ça de toute façon. Et du coup, je tease aussi l'article de demain de Caroline Coque-Dorge qui a interviewé, j'ai oublié son nom, un mec qui a écrit un bouquin. Tu l'as ou pas? Fumer, c'est de droite. Comment? Fumer, c'est de droite. L'auteur, j'ai oublié. Mais on sera demain sur Mediapart. Donc c'est assez chouette aussi, parce que c'est vrai que ça donne... autant on savait que fumer tuait, mais on s'en foutait. Mais savoir que c'est de droite, c'est encore pire, quoi. Ça donne une autre bonne raison. En vrai, quand tu réfléchis entre l'industrie du tabac, ce que ça représente en termes de monopole capitalistique, et la culture du tabac, qui est vraiment une culture dégueulasse, qui est extrêmement consommatrice de pesticides, qui exploite aussi énormément de gens dans les pays du Sud, il n'y a aucune raison rationnelle, si tu es de gauche en tout cas, de fumer. Je dis ça, moi je suis un grand fumeur. Voilà. Voilà, on va arrêter ensemble après avoir lu le bouquin. Oui, quelle approche, mais non, ça c'est intéressant. Quelle approche des coloniales des infos? Bon, on fait vraiment, ça c'est une intention qu'on a. Bon, il y a déjà juste l'enquête que je viens de sortir, hein, qui est sur la question qui se passe qui se passe au Congo. Il y a eu toute la COP27, tout le suivi de la COP27 en Égypte. En tout cas, moi je l'ai traité sous l'angle de la justice climatique et donc, in fine, aussi de la question coloniale. Hein, c'est clair et net, ou même les enquêtes que je fais, au fait, et je rebondis encore sur l'enquête Total Énergie qui a été publiée tout à l'heure, au fait c'est du colonialisme vert, hein, tout simplement, hein, c'est du néocolonialisme aussi qu'on est en train de mettre à nu. Et sur la question de décolonial aussi, je te conseille de suivre 3 entretiens que j'ai faits sur la question climatique. En fait, j'essaye de faire des séries. Donc la toute première série que j'avais faite quand je suis arrivé à Mediapart il y a 1 an et demi, c'était sur la question du climat et du genre. Et là, il y en a une que je viens de terminer, enfin que j'ai terminée il y a quelques mois, qui est sur la question du climat et de la race. Donc effectivement, il y a eu un entretien avec quelqu'un qui s'appelle Mohamed Medzani, qui a écrit un bouquin à la découverte sur cette question-là, du lien entre la question raciale, la question décoloniale et l'extractivisme fossile. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un entretien aussi, toujours dans le cadre de cette série-là, avec 2 activistes brésiliens des favelas de Recife au Brésil, qui expliquent comment en fait les descendants de l'esclavage au Brésil sont les premières victimes du changement climatique. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et ensuite, il y a encore pas longtemps, on a aussi par exemple interviewé des activistes ougandais qui étaient en tournée en France et qui nous parlaient des ravages écologiques que faisait Total pour un projet de pipeline de pétrole
en Ouganda et en Tanzanie. Donc voilà, on essaye à la fois d'être le porte-voix de ces voix-là des pays du Sud qui sont finalement très peu entendus ici en Europe, et on essaie aussi d'avoir un traitement particulier, des angles particuliers pour montrer qu'en tout cas les populations les habitants des pays du Sud sont les premières victimes des dérèglements climatiques, et ça c'est bien évidemment réancré dans l'histoire coloniale. Les inégalités climatiques sont intimement liées à ces histoires aux violences coloniales. Voilà, Des empires sous la terre de Mohamed Méziane, voilà, c'est ça le livre. Peut-être aussi Casse le Béco, on est plus sur le même sujet, qui demande si on prend des fois des alternants. On en prend, mais c'est quand même très rare, parce que l'idée c'est que on va pas prendre juste des gens qui vont être précaires pour faire le travail de quelqu'un en CDI. Donc quand on prend des personnes en alternance, c'est qu'on a la capacité en interne de vraiment les accompagner. Et actuellement on a 2 alternants, dont Jade qui fait la modération, et peut-être qu'il va vous ban si vous dites des choses pas conformes avec les règles. Donc écoute, Casse le Béco, peut-être pour l'année prochaine, on ne sait pas, on voit toujours, quand tu vas sur Mediapart, tout en bas, contactez-nous, mais là il y a une partie contact, et on a nos collègues à Poitiers qui trient tout ce qui est envoyé, voilà, attire l'arigot, c'est Jade, qui trie tous les messages que vous envoyez, qui le redispatche au bon service. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et il y avait comment tu te définis politiquement un peu plus haut, mais bon... C'est une vaste question. Journaliste. Journaliste à Mediapart, ça définit pas mal, je pense. Jade Lamodo. Pour une fois que c'est quelqu'un d'autre que nous qui faisons la modération. Oui. Tu leur dis. Je leur dis. Parce que d'habitude, Tariq et moi, en fait, on fait la modération sur le site Mediapart. Donc, c'est nous qui dépublions des fois des commentaires, qui expliquons, on espère, à chaque fois la raison de la dépublication. Et c'est rare qu'on soit de l'autre côté de l'ordinateur. Ah, j'avais pas vu. Tariq avec J'ai un un C, fan, t'as mais un pas fan. Un fan moyen. Un fan moyen. J'espère que c'est pas ma mère qui doit être en train de me regarder. Salut. Si tu remontes peut-être un peu plus pendant la lecture, parce que là, on lisait. Non, juste pour répondre à une des questions, qu'est-ce qui me rend le plus colérique, je pense, c'est justement, c'est pas pour faire la promo, encore une fois, de l'enquête publiée tout à l'heure. C'est plutôt ces histoires-là de compensation carbone qui commencent vraiment à m'énerver, parce que c'est un discours qui est difficile à déconstruire, donc c'est pour ça qu'il y a un peu un effort d'enquête là-dessus. Et c'est encore une fois, c'est une pratique qui se fait, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, hein, c'est vraiment pour moi du néocolonialisme, au fait, un néocolonialisme vert, en fait c'est une pratique qui est intrinsèquement raciste. Enfin, franchement, faut vraiment être raciste pour dire, tiens, je vais aller là-bas au Congo et m'accaparer 70 000 hectares de terre. Enfin, si on inversait la situation, imaginez, moi je sais pas, une boîte congolaise qui débarque en France, qui s'accapare un territoire grand comme cette fois Paris, et qui va se dire, tiens, je vais gicler tout le monde et leur donner 3 € chacun pour le projet que je fais. Ça indique bien un peu c'est comment on perçoit ces populations, les gens sur place. Donc c'est plutôt ça qui me rend assez colérique. Et tout ça, bien évidemment, pour continuer à faire des activités néfastes pour le climat, quoi. Là, il y a une question de R2O qui demande Mika, est-ce que tu as déjà eu des pressions pendant tes enquêtes? Non, non, jamais. Non, pour l'instant, jamais. Donc, il y a un peu, des pressions. Non, il y a un peu l'énervement quand on va poser des questions. On sent que ça agace, mais il n'y a jamais eu de pression. Oh, des bières. Je viens de comprendre la blague de bolchevique. C'était quoi la bière? Des pressions, des La bières. bière à la Ouais, pression. ça, j'aurais bien boire des bières pendant mes enquêtes. Ah, on n'a pas le droit, pas au travail. Malheureusement. Et je pense qu'il faut. Ah, du champagne peut-être? Ah oui, si on mettait un peu de champagne. Vas-y. C'est le deuxième. Le champagne, ça me donne mal à la tête. Je suis tellement heureux que ça fonctionne, ce C'est truc. vachement bien ce truc-là. C'est bien, hein? Non, on va pas donner de formation écolo à Usul et Host. Ils sont libres sur leur ligne éditoriale. S'ils veulent pas parler d'écologie, s'ils veulent que la planète brûle, c'est leur problème. Voilà, c'est dit. On commence les hostilités. On attend le raid maintenant. Qui viennent nous chercher ailleurs. Oui, Ecosia, on a eu pas mal d'infos là-dessus, il faudrait qu'on se penche là-dessus. Mais effectivement, on se doute qu'il y a quelque chose d'un peu bizarroïde derrière. Après, c'est comme Google aussi, hein, je pense qu'il y
qui communique aussi beaucoup sur sa compensation carbone. Je pense qu'il y a beaucoup de bullshit aussi derrière. Mais on n'a pas. C'est un sujet qui est là, qui traîne dans la pile d'enquêtes qu'on devrait faire. Ouais. Non, mais sinon, Usul et Host, on vous aime. Hein. Parce que les gens pensent qu'on veut les cancel. Non, pas du tout. Pas du tout. Hein. Un peu cher. Non, je pense qu'il faut faire comme PSGOM, tu vois. Il faut faire monter la sauce Oui, entre le compte de. l'impression, Voilà. Tu vois, genre, non, on vous déteste. En plus, c'est pas vrai parce que si vous regardez dans les archives de l'ancienne émission avant cette émission qui s'appelle Abonnez-vous, avant il y avait une émission qui s'appelait Les Rendez-vous de Mediapart qui a eu lieu jusqu'en juillet. Et la dernière émission, c'était avec eux. Ils étaient là-haut dans le studio. Donc, cœur sur vous, on vous aime, faites-nous des raids. Je revois les questions encore un peu. Vas-y, Je me hein. perds, mais. Après, c'est un peu redondant, mais Vas-y. j'étais allée lire les commentaires sous l'article que j'ai lu tout à l'heure et il y avait un Je sais abonné pas comment on fait. qui avait du mal à se dire qu'est-ce qui est pire écologiquement entre commander sur Amazon ou quand, Ouais. selon où tu habites, prendre ta voiture, aller dans une zone commerciale, tu vois, où il y a 1100 magasins et acheter la même chose, mais au final, voilà, pour lui, c'était un peu. Il voyait pas pourquoi Amazon c'était pire que ça. Ouais, au fait, oui, c'est intéressant, l'air de rien, comme question. En fait, ça te pose la question de comment il faut socialiser la question du carbone, en fait. Ou comment faut avoir faut le penser en tant qu'un usage social. Effectivement, peut-être que si tu fais le bilan carbone entre faire une commande via Amazon et c'est Amazon qui te le ramène, qui fait le dernier kilomètre en voiture électrique ou en vélo, ou toi te déplacer en bagnole pour acheter le même produit à un centre commercial et tout, effectivement, tu vas peut-être plus polluer. Après, il faut voir justement, encore une fois, c'est quoi l'impact social derrière. C'est qu'Amazon, ça va. Enfin, ça tue. En fait, on sait déjà, on en parle encore une fois dans le truc, c'est pas pour refaire un jingle et tout, de promo de l'Amazon dessiné. Mais effectivement, si je me souviens bien de mémoire, je crois que Amazon, en venant sur un territoire, ça détruit un emploi sur 2 par rapport à ce que ça en crée, en fait. Donc, effectivement, tu peux plus polluer, mais à côté, tu dis ça permet de soutenir, de maintenir plus ou moins un certain commerce local, ou en tout cas de ne pas tuer l'emploi et de ne pas perpétuer ce système-là d'Amazon qui est ultra concentré et qui aussi d'ailleurs se fait aussi d'ailleurs sur des énormes entrepôts. Hein. Ça, il y a tout Amélie Poinçon en parle pas mal là-dedans aussi. Dans cette revue dessinée là, il y a toute la question de l'artificialisation des sols qu'opèrent ces gigantesques entrepôts Amazon, quoi. Donc voilà, faut plutôt se questionner de cette façon-là plutôt que c'est un peu un piège aussi de calculer l'empreinte carbone à l'échelle individuelle parce qu'on devient vite dans des logiques comptables complètement absurdes. C'est ce que nous montre encore une fois la compensation carbone, quoi. C'est-à-dire, tiens, j'émets autant, mais je peux acheter des crédits carbone et puis voilà, je règle le problème comme ça. Donc non, il faut plutôt réfléchir d'un point de vue. Après, c'est ce que je dis tout le temps, c'est qu'il y a un grand débat pour moi démocratique à avoir. C'est la question de c'est pas moi qui le dis, c'est un philosophe américain qui s'appelle Henry Shue, qui dit qu'il faudrait qu'on ait un grand débat sur qu'est-ce qu'on estime être des émissions de luxe et qu'est-ce qu'on estime être des émissions de subsistance. Une émission de luxe, pour vous donner un exemple très caricatural, voilà, c'est un millionnaire qui va prendre son jet privé pour faire Paris-Nice. Voilà, ça c'est une émission de luxe parce qu'il peut prendre le train, parce que le jet privé c'est extrêmement polluant, etc., etc. Par contre, moi, ce que je considère par exemple comme une émission de subsistance, c'est quelqu'un qui habite encore une fois, par exemple, en milieu rural, en campagne, il n'y a aucun service public de transport et il est obligé de prendre sa voiture qui pollue peut-être, ou sa vieille voiture au diesel, c'est un précaire qui doit prendre sa voiture pour aller travailler, pour remplir son frigo. Et là, moi, j'estime que collectivement, la société, elle est capable, en tout cas le temps qu'elle ne réponde pas à ce besoin social-là d'avoir plus de transport public dans les zones rurales, je pense que c'est une émission de subsistance et qu'on peut supporter collectivement. Et par ailleurs, avant, il y avait quand même un système qui s'appelait La Poste. Aussi, et qui marchait très bien, qui était un service public qui marchait très bien. Ouais. Oui, est-ce que tu as documenté tout ce qui est mesures compensatoires et qui, au final, détruisent les écosystèmes en disant on va planter 50 000 arbres tous de la même essence? Ouais, ce qu'on voit, c'est que oui, il y a deux choses. C'est ce que je disais un peu au début. Effectivement, on est en train de s'apercevoir que ces projets-là détruisent les écosystèmes. Là, je ne l'ai pas trop creusé sur l'enquête totale au Congo, mais bon, c'était quand même planter des forêts en monoculture dans une région de savane. Herbeuse, ça pose quand même beaucoup de questions d'un point de vue dégradation des écosystèmes.
La deuxième chose, c'est comme je le disais au début aussi, c'est l'université de Yale qui a démontré il n'y a pas longtemps que pour des projets de mangrove en Asie du Sud-Est, il y avait que 2% des arbres qui survivaient dans ce type de projet. Et ensuite, effectivement aussi, c'est bien de prendre la calculette et de faire le calcul par rapport aux émissions globales de l'entreprise, hein. Donc la totale pour cette enquête-là, comme je le disais encore une fois au début, c'est pour ce projet-là qui va durer 20 ans, c'est même pas 2% des émissions annuelles de Total. Il y a à peu près le même chiffre. Là, 2% en plus, c'est pas mal. Moi, pour faire dans mon enquête criminelle climatique, là, je parlais un petit peu aussi de comment ces géants comme Gazprom, China Energy ou Aramco, le grand pétrolier, faisaient aussi ces projets-là. On est même plutôt de l'ordre du 1 ou du 0,5%. Donc, c'est vraiment ridicule. Ouais, Razmik Cheyenne, c'est bien, ouais. Ouais, la Poste, c'est la banque qui vend des forfaits téléphoniques et qui check s'ils vont bien tes grands-parents parce que t'as la flemme d'y aller. Ah, faut payer. Il faut payer, ah oui. Oh, merci. Vicas Coco. Vicas Coco, trop chou. Hein. Ah, est-ce que le pôle écologique Oui, va c'est s'agrandir à vocation, oui. Oui, c'est un grand débat on est en train d'en discuter en ce moment, ouais. Oui, parce qu'à 3, on peut pas tout avoir. Et puis effectivement, là, on va dire, c'est une thématique qui monte en pleine puissance et on voit qu'il y a un lectorat de plus en plus, qui est de plus en plus demandeur, en tout cas d'enquête et d'actualité là-dessus. Donc oui, on est en train de réfléchir justement à étoffer notre pôle. Oui. Vous avez des soutiens. Oui, par rapport à la personne qui nous disait qu'il prenait sa voiture pour aller faire ses courses dans la zone commerciale, j'ai perdu la ligne, mais c'est VAT Included qui disait est-ce qu'on ne pourrait pas répondre à ce mec qu'il a choisi d'habiter là et qu'il ne faudrait pas plutôt forcer la densification des espaces d'habitation. Attends, je relis. En rose. La densification. Oui, mais tu as raison. Non, mais c'est un grand débat qu'il y a chez les écolos aussi sur ce qu'on appelle. Oui, la densification des villes ou ce qu'on appelle la ville du. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, tu as toute une réflexion de se dire de pouvoir tout faire à 15 minutes à pied de chez soi. C'est ce qui essaie de se faire à Paris, le fait que tu aies une crèche, un supermarché, des transports publics, enfin en tout cas une poste ou des choses comme ça à 15 minutes de chez soi. Mais oui, je pense que c'est plutôt redensifier les bourgs. Ça a été un moment dans des politiques de territoire. Il y avait un moment cette question-là, d'essayer de créer des bourgs où justement tu peux avoir un minimum de services là et tout se passe là. Mais ouais, bon, c'est une question politique compliquée, hein, celle-là. Du coup, ça veut dire que les gens n'ont pas le libre choix de s'installer où est-ce qu'ils veulent. Donc là, on rentre dans un autre débat qui est la question de la liberté, quoi. Donc voilà, qui est une vieille question qui traverse l'écologie aussi. Je vous conseille de lire le bouquin de Pierre Charbonnier à la découverte qui s'appelle Abondance ou liberté. Donc ça, c'est une vieille question qui traverse les milieux écologiques depuis le XVIIIe siècle, hein, cette question-là de quelles contraintes s'imposer collectivement ou à quel point à partir d'un moment il ne faudra pas se condamner à quelques libertés. Ouais. T'as traité l'aspect genré Oui, quid de l'aspect. Oui, effectivement. Moi, je le disais aussi. Oui, il y a eu tout un. Je vous conseille de lire 3 entretiens que j'avais fait sur la question de genre. Alors, effectivement, oui. Il y a encore une étude qui date de juillet dernier. On estime que les hommes émettent 16% de CO2 de plus que les femmes en moyenne. Ça, c'est dû à des aspects culturels, comme tu dis. C'est notamment le fait d'avoir de vouloir des voitures plus puissantes. Et d'avoir aussi une alimentation beaucoup plus carnée. Ça, il y a eu un entretien que j'ai fait avec Nora, comment elle s'appelle ? J'ai oublié son prénom, mais qui a écrit un livre vachement bien qui s'appelle Stéquisme, qui raconte justement comment il y a tout un truc culturel où on dit que les hommes doivent manger beaucoup plus de viande pour être forts, et les femmes doivent manger plutôt, on va dire, des yaourts, en tout cas des produits qui ont une autre charge symbolique. Il y a toute une charge symbolique autour. Ouais, exactement. Il y a toute une charge symbolique autour de la viande, du sang qui rend fort, et que doivent du coup consommer les hommes. Et ouais, c'est un vieux truc. Hein. Je pense que tu vas galérer à Tariq. Ça doit être très vieux. Hamzaoui, le nom de la personne qu'on cherche ? Non. Bon. Ah, je sais plus. Écoutez, mais en tout cas, son livre s'appelle Stéquisme. Mais en tout cas, oui. Donc entre l'alimentation beaucoup plus carnée, une plus grande consommation d'alcool,
cette attraction pour les voitures. Ouais, voilà, c'est ça. Nora Boazzoni, c'est ça. Voilà, je cherchais son nom. Petit partagé, ouais. Voilà, c'est comment, en gros, c'était tout un entretien pour expliquer comment c'était un entretien qui comment le végétarisme était encore perçu comme un... Et donc, effectivement, il y a des grosses différences de genre entre hommes et femmes par rapport à ça. Oh là là, merveilleux. Ah, j'ai bossé, au fait. Hein. Ça fait Ah ouais, peu, Et j'ai l'impression Ah, pour les livres, ouais. qu'on n'a pas de... Voilà, on se remet nos tronches. Merveilleux. À lire sur Mediapart. Abonnez-vous. Yes, ça fonctionne. Au niveau du chat, on en est où? Embourgeoisement. Ça parle entre eux ou ça parle à toi? Parce que je suis sûr que le turbo bolchevique sait ce que c'est que l'embourgeoisement. Je pense qu'il y a une fausse question, une question rhétorique là. Des douanes et Rousseau, je vais l'avoir dans la tête maintenant. Ah là 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 là, quel enfer. C'est la compagnie créole. Bon, Oui, il on vous manque sait des pour les micros, micros. mais c'est écologique. On ok a compris. C'est pour On a compris le la message. sobriété. Ah, est-ce que Edoui te surveille? Non, on est totalement libre. On a une C'est grande vrai que t'allais dire, autonomie. On est complètement On est surveillé. complètement surveillé, on peut pas dire ce qu'on veut. Non, non, effectivement, on a... Non, non, on a une totale autonomie, ouais. Sur nos sujets, après, on discute collectivement, bien sûr. En fait, il y a deux espaces de discussion. En tout cas, nous, il y a les discussions, nous, en interne au pôle écologie, de qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut traiter nos sujets. Et ensuite, il y a un autre espace, on va dire, qui peut être un espace aussi de débat, c'est la conférence de rédaction, qui a lieu tous les jours, tous les Ici. matins, ici même. Ouais. On est en plein dans l'espace de la conf de rédaction. Et oui, on voulait revenir. Ça a été un choix. Oui. Je fais les coulisses de Abonnez-vous, mais ça a été un choix. On voulait pas être dans le studio comme l'année dernière. On voulait revenir au cœur de rédac parce que à l'époque, avant même que je bosse là, Jadis, toi tu bossais là, tellement que t'es ancienne à Mediapart. Avant, il y avait les lives qui se faisaient au cœur de la rédaction. On aimait bien ce côté-là. Plus de mon temps. De mon temps, c'était déjà en studio. Je suis Ah. pas si vieille. Ah, Moi, oui. quand je suis arrivée il y a 4 ans, il y a 4 ans, c'était déjà en studio. Mais avant ça, les anciens racontent une époque que les plus jeunes n'ont pas connue, de live au milieu de la rédac. Et la chance que tu as, c'est que tu n'étais pas ici à Non, l'époque j'étais non pas plus. encore ici. Et du coup, tu n'as pas les archives. Parce qu'il y a d'autres journalistes ici. Si on va sur Dailymotion ou sur YouTube, on retrouve les archives. Il y a des dossiers, du coup. Il y a des Il y a des dossiers. gros Il y a dossiers, des oui. gros dossiers, mais il faut fouiller longtemps et après on retrouve les dossiers. Et peut-être qu'on fera ça à une autre émission. On va pas commencer à afficher les collègues dès maintenant. Voilà, maintenant vous avez une autre chanson dans la tête plutôt que Dédouane et Rousseau. C'est laquelle les chansons? Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais oui, À Montmartre en ce temps-là, enfin, bref. ça continue. Bah, là, la caméra tout est fixée, on peut pas vraiment vous Non, mais je montrer crois le que tu veux setup. montrer les archives. Les que je archives. vois les archives, mais... Est-ce qu'il y a des gentils modos, genre Jade ou Renaud, qui peuvent envoyer les archives? Sinon, c'est pas ça, on prend pas Parce la qu'il y a eu responsabilité. des beaux lives quand même. Il y avait les pour et les contre sur les lives, que c'était très convivial, mais que ça mettait un peu le sbal aussi dans la rédac, quoi. Ah, vraie question là. Mika, tu supportes qui au foot? Et Oui. pourquoi la SSE? Pourquoi Mais qui non, est ce pas, R2O c'est quoi ça? mystérieux? On est en mode alors historiquement, donc moi je suis d'origine portugaise, donc dans ma famille, vous savez au Portugal il y a un peu 3 grands clubs. Nous c'est plutôt le Benfica, qui est un des grands clubs populaires de Lisbonne. Et après, comme j'habite à Paris depuis une dizaine d'années, moi je supporte le Red Star de Saint-Ouen, qui est le 2e plus vieux club de France en fait, qui est un vieux club de banlieue parisienne, voilà. Et attends, il y avait une autre question. Merde, j'ai oublié là. Ouais, comment se passe la conf de rédaction? Bah rapidement, en gros, donc nous on se voit tous les matins, ça prend à peu près une demi-heure, sachant que ça peut vite déborder aussi quand il y a des gros débats d'actu. Mais en gros, on fait le tour de l'actualité. Enfin, on fait le tour de qu'est-ce qu'on va publier aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux déjà de préparer. On va, vous me dites hein, si je me trompe pas ou si j'oublie un truc. Après, donc on se dit c'est quoi l'actu aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, des fois il y a des papiers à faire dans la journée et on se dit tiens il faut faire quelque chose là-dessus.
On va aussi un peu se dire qu'est-ce qu'on va faire à plus long terme dans la semaine. Et voilà. Et après, à chaque fois, des fois, c'est scandé au fait par certains moments. Ça veut dire que par exemple, le mardi, si je ne me trompe pas, c'est le moment où on va faire un petit retour de ce qui s'est dit dans le club, hein, donc dans l'espace participatif de Mediapart. Un autre jour, non, c'est le jeudi. C'est le mardi, c'est le retour. Voilà, le mardi, par exemple, pardon, on va plutôt faire un retour sur les derniers jours. Qu'est-ce qu'on a manqué ou qu'est-ce qu'on a loupé et sur quel traitement d'actualité on n'a pas été content, par exemple. Il y a un autre jour, c'est le retour du club, par exemple, effectivement. Donc voilà. Et après, des fois, ça peut vite partir en débat très long ou très compliqué sur des sujets d'actu un peu plus chauds ou un peu plus compliqués à traiter. On peut avoir de gros débats. Comme par exemple, il y a eu, moi je sais pas, la question sur le Qatar, comment on traite ça, la question des activistes climatiques qui s'accrochaient ou qui balançaient de la peinture sur les vides de tableaux, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ouais, de la soupe. Donc voilà, tout ça, ça peut vite des fois dériver. Donc on peut vite prendre du temps de discuter. Mais en tout cas, c'est vraiment un espace de débat, en fait. C'est à l'espace où on construit collectivement le journal. Et ce qui est assez rare pour avoir travaillé dans d'autres journaux où ça se passe pas comme ça, tout le monde est bienvenu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les journalistes qui sont à la conf de rédac, tous les services non journalistes peuvent également, même si non journalistes on n'a pas de sujet à annoncer, mais on peut quand même du coup vraiment être au cœur de la vie du journal, ce qui est assez cool. Filmer la conf de rédac, je sais pas, mais des fois il y a des stagiaires qui viennent en tout cas. On en avait pas plus tard que des stagiaires d'observation, troisième, des petits. Là, ils sont là. Ouais, ils sont là, ils étaient là ce matin. Peut-être qu'ils nous regardent. Ouais. Ils avaient l'air contents quand on a annoncé le live Twitch à la conf ce matin. Ouais. Et après, le problème de la conférence de rédaction, c'est qu'il y a tous les articles qui sont annoncés et dont des fois, en fait, on ne sait pas à quel moment il y a des trucs plus ou moins confidentiels ou pas. Ouais. Mais si ça vous intéresse tout ça, en général, on fait au moment du festival, il y a des confs de presse qui sont publiques et il me semble que du coup, on peut annoncer quand même le festival qui a lieu chaque année si vous êtes en région parisienne. Cette année, il y a une petite spécificité, mais on en parlera plus tard. Mais où, justement, on peut rencontrer tous les journalistes d'un coup et avoir un peu ce qu'on fait sur Twitch, mais toute la vie. La question toute la vie. Ouais, il y a plein de questions intéressantes. Alors, c'était quoi? Alors, est-ce que quand vous soumettez systématiquement chaque article de Mediapart à votre avocat, alors pas systématiquement, mais quand il y a des grosses enquêtes, oui, on fait vraiment attention à ça, pour pas prêter flanc, notamment à des éventuels procès en diffamation. Donc oui, c'est ce que font beaucoup de rédactions, hein, entre autres. Il y avait une autre question que je ne trouvais pas. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, niveau rédac genré, ce serait bien d'en tenir compte si l'équipe s'agrandit. On en tient compte. En fait, il y a une commission. On tient compte de la question genrée et de la question aussi des origines. En fait, on a même une commission diversité à Mediapart qui fait attention à ça. Voilà. Et alors après, il y avait quoi d'autre, Valfort? Mais est-ce que tout le monde vient à la conférence de rédaction? Pas forcément. En fait, t'es pas tout le temps. Il y a pas d'obligation, mais des fois, moi, je suis là. Allez, sur les 5 qu'on fait dans la semaine, je vais être là à 3 ou 4 conférences. Ou sinon, je peux être là. On peut être sur notre bureau et écouter quand même d'une oreille ce qui se passe. Donc voilà. Mais après, oui, c'est intense, c'est 30 minutes, mais bon, finalement, c'est pas grand-chose dans une journée. Hein, donc. Et attends, qu'est-ce qu'il y avait d'autres trucs? Il y avait un autre truc. Il y a des gens qui pensent qu'on est sur un fond vert, mais pas du tout. Pas hein. du tout, vous voulez qu'on. Il y a plus grand monde. Ouais, en fait, c'est juste il est tard et comme il y a un droit du travail, les gens partent. Ouais, voilà. À 20h30. Qu'à 20h30, ouais. Élise, on t'attend, tu viens quand tu veux. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a Media Crash, un film qui a été fait avec les équipes. Je vais venir juste pour faire la pub, moi. Je vais venir avec tout le programme. Mais le film Media Crash a été fait en collaboration avec Première Ligne, c'est ça, qui est la boîte de prod qui fait les trucs de Cache Investigation. Oui. Élise, on t'aime, ouais, évidemment. Ouais. Et toute la presse en général indépendante d'investigation. Voilà. Abonnez-vous à toute la presse. Où j'ai failli mettre Abonnez-vous. Est-ce qu'on en a d'autres? Moi, j'ai envie de jouer avec les boutons là. Tu joues avec lesquels? Ah bah attends. C'est de l'acharnement. Mais c'est de l'information. Tout à fait. Venez chercher des livres. En plus, on a bien exposé derrière toi là. Tu vois, genre, on a mis les journaux, les revues dessinées et tout. On a tout fait BG. Hein. Magnifique. Tariq,
Ouais, voilà. Et avec oui, un plus, K. Ah ouais, moi j'ai eu le droit à Tariq avec un C, Tariq avec un Q, mais il n'est toujours pas de Tariq avec un K. Bon, tant pis. Est-ce que Ouais, vous arrive de des faire des collabs. collabs avec d'autres médias? Ben oui. Mais oui. Alors il y a Bondyblog, c'est toujours le cas. Bondyblog, c'est toujours le cas. Donc, Et on les publie ailes, on le sait. régulièrement. On publie avec le Poulpe, avec comment il s'appelle Ah oui. ce Mars média Actu. avec Mars Actu, Rue avec 89 Rue 89 Strasbourg. On publie avec pas mal de gens. Même là, encore une fois, l'enquête que j'ai publiée tout à l'heure, elle a été faite avec 2 médias britanniques. Donc oui, on essaye de. Il y a pas mal de collabs à l'air de rien. Il y a Disclose qui fait pas mal de trucs. Disclose, aussi, et puis des Mediapart. collectifs d'investigation de journalistes aussi. On pourrait parler du FPL. On peut parler du FPL. Non, c'est vrai, Ouais. le Fonds pour une presse libre, pour soutenir tous ces médias indépendants, vous pouvez faire des dons au FPL qui après les redispatchent parce qu'on a bien vu qu'ils sont sur des statuts précaires et avec le Ravi, avec le Ravi malheureusement qui a fermé cette année. Donc si on veut pas que tous ces médias indépendants ferment, il faut leur donner des sous, s'abonner directement à leurs médias. Est-ce que c'est bientôt. Est-ce que Mikako a peut-être une vie en dehors de Ouais, il y a Twitch une vie, je crois qu'on Ouais. peut y aller. Mais nous, on va rester un tout petit peu. Vous restez un petit peu. Ouais. Ok. On reste un tout petit peu pour clôturer ça et on a une petite vidéo à montrer tout à aussi. fait, ouais. Mais Bon, en tout cas, c'était merci cool de beaucoup t'avoir. d'avoir inauguré, d'avoir été le number one pour cette émission Twitch. Et puis du coup, on te lit quand même sur Mediapart avec cet Ouais. article sur le Congo. Il y a une vidéo qui doit être sortie sur les réseaux sociaux. Il y a un déjà, petit teaser, ouais. qu'on n'a pas là tout de suite, mais que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux. Et puis, vaille que vaille. Ou les cœurs. Ouais. Et t'as pas dit le mot magique, enfin les mots magiques. Ah oui, bah abonnez-vous bien sûr. Ah oui. Abonnez-vous. Parfait. À Merci, bientôt, Mika. On salut. te laisse partir Dans le fond derrière, vert. en voguant. Non mais la blague, c'est que vous allez voir me partir avec mon sac à dos avec la porte d'entrée, enfin la porte de sortie. Donc c'est Et nous, on Attends, moi revient. j'arrive pas à glisser avec autant de grâce que toi là. Ils te disent merci, tout le Mais monde te dit oui, merci, tout le monde t'a Mika, aimé. tout- C'est super. Il est génial, hein. On Ah, peut on le dire l'adore. maintenant, on l'adore. C'est un petit chouchou, ouais, on aime Ouais. beaucoup. Bon, après, il n'y en a pas beaucoup qu'on n'aime pas ici. Non. On dira pas qui. On n'aura pas nos prefs non plus. Et du coup, on se finit quand même tout tranquillement avec l'histoire des awards. The Awards aussi, vous dire, donc ce qui arrive, on se retrouve tous les lundis avec un meilleur son. On a entendu les remarques diverses sur les micros. On va s'en occuper, vous en faites pas. Donc lundi prochain, ça sera à 19h également. Et cette fois-ci avec Mathieu Dejean, journaliste politique, et avec moi à l'animation. Oui, parce qu'on va alterner. Ouais, Et parce, la fois d'après, ce sera moi tout seul. parce qu'en vrai, on bosse tout le temps ensemble, mais que le lundi, on se dit que c'est bien de ne pas être bloqué Oui, c'est 4 vrai. lundis par mois. Tout à fait. Mais du coup, on se retrouve donc bien la semaine prochaine et on met la vidéo d'abord. hein. Oui, on va vous montrer On une va- vidéo pour si vous avez envie de attends. voter. Donc n'oubliez pas que vous pouvez vous Ouais. abonner et avoir un mois gratuit avec le lien que Jade vient de mettre dans le chat. Et une fois que vous êtes abonné à Mediapart, vous pouvez accéder à des pages de la revue dessinée gratuitement et participer au Mediapart Awards en votant pour vos politiques préférées. Nous, on les adore. Hop, Hop là. on va se quitter Alors, là-dessus. on capture si t'as tes caméras. Non, parce que ça va durer un petit moment. On va Voilà. mettre capture, on va couper le son, on va se couper là-dessus. Et je vous remercie de votre participation. C'était vraiment vivant dans le cadre, donc très agréable. Aïe, aïe, aïe. On va remettre nos têtes parce que là, Je ils vais nous entendent remettre pas nos têtes. avec le son en même temps, ça va être relou. Et vous pourrez retrouver le replay pendant 15 jours sur Twitch, mais après, indéfiniment sur YouTube, on le mettra en ligne dès demain. Voilà. Donc, on se quitte avec les Mediapart Awards. Ouais.
voir une dernière fois. Juste pour rappeler aux gens qui savent pas, donc quand vous êtes abonné pour pouvoir voter à ce truc-là, donc vous avez les différents billets de blog et les différents réseaux sociaux. Et sinon, quand vous cliquez sur votre nom en haut, là, ici, vous avez l'espace avantage abonné. Et c'est là-dessus que vous pouvez voter pour les awards, ici. Et puis, si vous êtes abonné, vous avez aussi des extraits de la bande dessinée Le Monde Merveilleux d'Amazon dont on parlait tout à l'heure avec Michael Correa. Pour ça, il faut donc être abonné. Abonnez-vous. Et je rappelle qu'il y a un abonnement gratuit pour 1 mois, et c'est un vrai abonnement gratuit qui est sous la vidéo ici. Et puis, on va se dire au revoir. Se dire au revoir, mais on n'est pas des chiens de la classe, mais aussi on lance des règles. C'est vrai que sur Jean Massier, qui est en live en ce moment. Et nous, on vous dit abonnez-vous à Mediapart. Et du coup, vous retrouvez Anna la semaine prochaine avec Mathieu Dejean pour parler politique. Est-ce que c'est ok là pour le reste ? Abonnez-vous. Face à la Macronie et à l'extrême droite. Ce qui me frappe, malgré les vents contraires, c'est notre capacité à surmonter les difficultés. Donc on commence par un satisfait.